Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Arnaud Gagneux, responsable des archives municipales de la ville de Briançon. Bonjour. Bonjour Arnaud. Alors aujourd'hui, je vais aborder un peu un événement particulier auquel les archives municipales de Briançon vont participer la semaine prochaine, du 5 au 7 juin. Nous participerons aux Journées internationales des archives qui vont se découper en plusieurs événements. Parmi ces événements, vous aurez la possibilité de venir découvrir le service des archives municipales le mercredi 5 juin à 18h et le jeudi 6 juin à 18h. Au programme une visite du service des archives, donc c'est-à-dire découvrir les coulisses du service, voir ce qui s'y cache et surtout découvrir le métier d'archiviste, métier peut-être que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ou ont peut-être des a priori, des clichés. En tout cas voilà, ce sont l'occasion pour venir visiter les archives si vous n'avez pas eu l'occasion dans votre vie. Et ensuite nous clôturerons cette semaine en tout cas par une conférence qui sera animée par Didier Roland, qui est un historien spécialisé dans l'histoire des sapeurs-pompiers en France, et qui nous abordera la question de l'incendie de 1624 qui a eu lieu à Briançon il y a 400 ans. Nous fêterons en fait les 400 ans cette année, donc c'est l'occasion rêvée d'en parler évidemment, voilà. Et cet incendie que je vais explorer, je vais vous en dire quelques mots par la suite. Pour s'inscrire évidemment à ces événements, il suffit de contacter les archives municipales, ou à défaut, si bien sûr je ne réponds pas par mail ou par téléphone, vous pouvez vous adresser, contacter la médiathèque de Briançon qui se chargera de vous inscrire. Voilà, donc j'espère vous retrouver nombreux parmi nous, et j'espère j'espère que si vous venez, que cela vous plaira. Et on découvre, on est obligé de s'inscrire pour les archives, pour venir découvrir, mais en plus pour cette conférence. Alors pour visiter et pour assister à la conférence, oui, il faut s'inscrire. Ça permet d'avoir aussi un ordre d'idée du nombre de personnes qu'on peut avoir, puisque alors pendant la visite, l'idéal c'est de pas trop non plus d'avoir trop de monde, puisque on va découvrir des documents dans une salle, donc il faut pas qu'on soit les uns sur les autres. C'est plus agréable, et puis en plus ça permet de gérer aussi le flux de questions qu'on peut avoir. Si on est 30, c'est pas pareil que si on est 15. Voilà, c'est plus intéressant d'être, je trouve, en comité réduit. En comité réduit. En tout cas pour la conférence, il y a plus d'une quarantaine de places, donc normalement c'est pareil. On prend les inscriptions, mais c'est aussi pour gérer plus le nombre de chaises à installer dans la salle. Donc c'est juste plus gérable au niveau logistique, le système d'inscription. Voilà. Et tout est gratuit, bien sûr, je précise. Et oui, on a eu 2 incendies assez graves à Briançon, oui, c'est ça ? 2 incendies, donc un qui s'est déroulé en 1624 et le deuxième qui a lieu en fait finalement 60 ans après, en 1692. Donc voilà, je vais aborder dans quelques instants l'incendie de 1624. On retrouve Arnaud donc pour nous parler de cet incendie de 1624. Si vous ne pouvez pas assister à la conférence, ou pour nous en apprendre déjà un petit peu. Alors effectivement, oui, je vais introduire un peu ce que va dire notre conférencier, Monsieur Roland, lors la semaine prochaine, donc lors de la conférence. Tout ça pour vous dire
que l'incendie se déclare le 1er décembre 1624 dans la vieille ville, évidemment, puisque le cœur le centre-ville de Briançon était la vieille ville et nulle part ailleurs. Il faut attendre plutôt le 19e siècle pour voir la ville s'étendre et quitter ses murailles pour descendre dans le quartier de Sainte-Catherine. Mais ça, on le découvre petit à petit grâce à notre exploration des rues de Briançon qu'on a abordé dans différentes podcasts, émissions que nous avons réalisées auparavant. Donc je disais, le feu se déclare le 1er décembre vers 19h, place du Temple. Qu'on fera peut-être, oui. Peut-être que après nous dirigerons un petit peu sur les rues de la vieille ville. Pourquoi pas. Tout ça pour vous dire qu'il y avait déjà eu lieu une alerte quelques années auparavant. Un premier incendie s'était déclaré en 1619 dans la vieille ville toujours, au quartier du Grand Caire. Alors il s'était limité au quartier du Grand Caire, bien heureusement il a été contenu et n'avait pas fait trop de dégâts. Et on peut retenir un élément de l'ordre de l'anecdote, c'est que la chapelle des pénitents a complètement été épargnée pendant cet incendie de 1619. Mais il faudra retenir un peu cette histoire, puisque vous allez voir que le signe peut-être divin était avec ce bâtiment. Alors, pourquoi ce feu se déclare ? Déjà, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. Le premier est la densité de l'habitat. Il faut concevoir un peu cette urbanisation en fait de la vieille ville comme un espace comme on peut voir parfois alors dans des films ou alors même par des images de reconstitution d'une ville, de ce que peut représenter à quoi peut ressembler une ville au Moyen-Âge, c'est-à-dire une ville très resserrée avec des rues très étroites et souvent avec des maisons en bois. Ce qui fait que c'est pour ça que l'incendie va se propager très vite, parce que le feu va se transmettre en fait de maison à maison. Et comme les constructions étaient en bois et que le bois est connu pour être s'embraser, on va dire conducteur, un élément conducteur. Donc ça va favoriser le développement du feu. Puis mettez la paille, le foin, non aussi, les animaux. Et puis ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans les greniers, il y avait souvent de la paille, du foin pour justement nourrir le bétail, puisque le bétail souvent était, alors c'était quand on parle de bétail, voilà, en plus on est dans la période hivernale, donc le bétail était rentré, souvent puisque le bétail était facteur en fait de chaleur pour les habitations, donc il y a aussi d'autres facteurs climatiques qui vont rentrer en jeu. À cette époque-là, alors exceptionnellement, il faisait très sec et il n'y avait pas de neige. Donc déjà, l'humidité de la neige, en plus sur les toitures, les toitures en bois, fait que comme il n'y en avait pas, le feu s'est encore propagé de plus belle. Ensuite, les eaux, donc normalement qui devaient alimenter la fameuse gargouille, et les fontaines étaient gelées. Temps sec, mais froid. Très froid même. Et en plus, qui plus est, ce jour-là, on a eu un vent très fort. Donc, évidemment, la totale. La ville était piégée et évidemment, la population va se réfugier. Alors, c'était un peu la catastrophe. Alors, tout ceci, en fait, là, ce que je vous raconte est raconté par un contemporain de l'époque qui s'appelle Antoine Froment et qui a laissé une trace de cet événement dans des écrits qu'il a écrits lui-même, puisque il a publié en fait des essais et ces essais seront justement abordés et explorés par Didier Roland, notre conférencier, qui en dira un petit peu plus sur le contenu de cet ouvrage. C'est un peu un ouvrage un peu loufoque, puisque il couche à l'écrit en fait ses pensées, donc il parle de l'événement, mais il parle de plein de choses en même temps. C'est un petit peu
petit peu bizarroïde, un peu la façon d'écrire, mais bon, ça reste quand même, on a quand même de la chance d'avoir un récit vraiment de l'époque, de quelqu'un de l'époque qui nous conte un peu l'événement. Donc comme je disais, la population se réfugie à l'extérieur, hors de l'enceinte de la vieille ville. Et avec le bétail, hein, parce que quand même on préserve le bétail, c'est quelque chose quand même qui est relativement important pour la population de l'époque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le feu il fut maîtrisé qu'au bout de 5 jours et qu'on va déplorer 2 morts. Voilà, donc 2 victimes. Finalement bilan pas trop lourd niveau humain, mais niveau matériel, il faut souligner que 4/5 de la ville a brûlé. Donc en fait, il faut imaginer que la vieille ville ressemble à un immense tas de cendres et il va falloir tout reconstruire. Il faut noter quand même parmi des édifices publics majeurs que 2 n'ont pas brûlé. On va retrouver la chapelle des pénitents, encore une fois, pas brûlé, et le couvent des Cordeliers, 2 édifices religieux qui n'ont pas brûlé. Alors on pourrait dire que c'est l'action divine qui a protégé ces lieux, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ensuite, après l'incendie, donc vient le temps un peu des questions. Pourquoi? Comment? Quelles sont les causes? Et on va avoir quand même alors deux interprétations des causes de l'incendie qui sont un petit peu anecdotiques, voire très drôles. Certains vont juger ce malheur comme une manifestation de la colère divine. Voilà, on est quand même dans des temps où tout signe un peu de catastrophe, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire est vu comme une intervention divine. Hein. Faut dire qu'on est dans des sociétés très croyantes. Voilà. Et deuxième interprétation, il s'agirait d'une vengeance des Huguenots. Donc les Huguenots, ce sont des protestants. On est quand même dans une période de troubles religieux, de guerre de religion entre catholiques et protestants. Et en fait, il y a eu des représailles, il y a eu des persécutions qui ont été menées récemment dans la vallée de Luzerne, donc tout proche de Briançon, et on pense que c'est les protestants qui ont allumé le feu. Voilà, donc ce sont des rumeurs. Bref, ces rumeurs vont très vite tourner court, puisque finalement l'origine de l'incendie, il est beaucoup plus simple. Il s'agit en fait de 2 femmes qui avaient voulu voler des pommes et des châtaignes dans la maison où est parti le feu, donc une maison qui appartenait à un certain Merle, qui était en fait un commerçant. Et le petit garçon qui les éclairait a laissé tomber sa chandelle sur la paille, et le feu s'est immédiatement propagé, déclaré. Et en fait, le problème, c'est que on ne va pas savoir tout de suite l'origine du feu, qui sont à l'origine du feu, et on va tout de suite accuser le propriétaire de la maison, et ce propriétaire, il va être menacé de lynchage par les habitants de Briançon, qui vont lui rejeter la cause de l'incendie sur lui. Et en fait, il va finir à la suite de l'incendie, il va finir par quitter la ville par peur de représailles. Ouais. Ce qui amène ensuite, après, une fois que l'incendie est passé, donc je rappelle qu'il y a 5 jours pour étouffer l'incendie. On va évidemment parler de la reconstruction. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, etc. D'ailleurs, il n'y avait pas de pompiers. Enfin, toute la ville a été mobilisée. Il n'y a pas de service de pompiers à l'époque. Donc toute la ville prend des seaux et on y va. Ça, hein. C'est ça. Où on peut trouver de l'eau non congelée. Exactement. Et en plus, voilà. Alors ce que j'ai pas raconté, mais c'est que finalement, au bout de 3 jours, on va mobiliser des habitants pour aller casser la glace pour que l'eau puisse parvenir dans les fontaines et réalimenter le canal de ville, donc qu'on appelle la gargouille. Donc des discussions vont commencer à émerger à propos de la reconstruction de la ville, et plusieurs propositions vont être émises. La première, c'est de rapprocher l'emplacement de la ville, donc de la vieille ville, proche de la Croix de Toulouse. Bon.
finalement, l'hypothèse n'est pas retenue puisqu'il s'agit en fait d'une zone assez dangereuse soumise aux avalanches de neige. Voilà. Donc, et la deuxième proposition, elle est intéressante parce que finalement, c'est ce qui va se passer quelques siècles plus tard. C'est que la construction, on imagine la construction d'un nouveau centre, donc un nouveau bourg à Sainte-Catherine. Parce qu'il y a plus de sources d'eau qui sont à proximité et elles sont plus nombreuses. Voilà. Donc quand même, il y avait déjà une réflexion. Alors évidemment, le fait de la vieille ville, le déplacement du bourg, en fait, du centre-ville économique jusqu'à Sainte-Catherine, il est plus lié à des contraintes économiques que des contraintes liées à l'incendie, etc. Mais quand même, ça prouve que à cette époque, on réfléchit aussi au fait que Sainte-Catherine est quand même intéressant par rapport à son emplacement. Mais finalement, il faut attendre quand même 1625 pour que la décision de la reconstruction et surtout des règles qui s'accompagnent en fait de la reconstruction soient décidées. Et notamment grâce à un personnage qui est quand même relativement très connu dans les Hautes-Alpes, qui est autre que Lesdiguières, le duc de Lesdiguières, qui va un peu cadrer cette reconstruction. Il faut dire que la reconstruction de la ville de Briançon est quand même relativement importante, puisqu'on est toujours dans un contexte de guerre, de religion, et donc il faut quand même que Briançon se redote en fait d'une enceinte protégée, etc. Voilà. Donc ce qui est décidé, c'est qu'afin d'éviter de nouveaux incendies, les rues étroites vont devoir être élargies. Je parle un peu au conditionnel, parce que finalement, ce que je vais énumérer va très peu être respecté. Donc, rue étroite, donc élargissement des lieux des rues, interdiction de reconstruire les maisons sur leurs anciennes fondations, disparition du bois des murs mitoyens des maisons et de leurs toitures. Ouh là là. Agrandissement de la place du Temple en rasant les maisons qui ont été détruites par le feu, et surtout réparation des canaux et fontaines. Donc comme je le disais, en fait finalement on constate surtout que on va dire que l'histoire n'a pas servi de leçon, puisque en 1692 un nouvel incendie va se déclarer, et en fait on constate que les préconisations, alors en plus c'est une ordonnance qui va être publiée, c'est quand même quelque chose de très officiel, important, et finalement en fait les règles qui sont dictées par cette ordonnance vont être très peu respectées. L'élargissement des rues, finalement, on remarque que jusqu'en 1692 les rues vont rester quasiment identique, voire le seul agrandissement, je crois que c'est celle de la Grande Rue, l'artère principale, mais qui n'est pas non plus très très large. Plus facile aussi peut-être pour les chevaux. Et surtout, ou alors peut-être, mais bon après peut-être pour diverses raisons, on ne sait pas, c'est peut-être c'est surtout que d'un point de vue économique, ne pas reconstruire sur les fondations, ça paraît inenvisageable, puisque en fait la densité de la vieille ville était tellement importante que en fait ils sont obligés de reconstruire. Il n'y avait pas de terrain disponible pour reconstruire à neuf, quoi. Et puis en fait le bois va pas disparaître des constructions, on va retrouver des toitures en bois, il faut penser que il faut penser aussi aux matériaux disponibles, et en fait économiquement, et on peut pas le faire venir de l'autre bout du monde, quoi. À cette époque-là, c'est très cher. Le bois, en fait, on va le prélever sur les forêts environnantes, et puis surtout en fait les constructions en pierre, c'est beaucoup plus coûteux que le bois. Par contre, la place du Temple va quand même être agrandie, et surtout agrandie. Alors, ce qui est un peu traite, c'est que dans les sources d'archives, on peut retrouver en fait cet agrandissement de la place du Temple, parce que ça répondait aussi à une demande d'agrandissement de la place du marché, puisque la place du Temple était la place du marché. Donc pour accueillir un petit peu plus de commerçants. Est-ce qu'il y avait un puits vraiment comme à l'heure actuelle? Non. Je crois que le puits de la place d'Armes, il a été aménagé beaucoup plus tard. C'est à confirmer. C'est quelque chose qu'il faudrait que
parce que sur laquelle je me renseigne. C'est leur endroit du marché, peut-être une place importante. Mais après, il y avait le tribunal à côté. Il y avait de nombreuses fontaines. Il y en avait plus que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et puis en fait, avec les canaux là, donc on a évidemment le canal de ville, donc la grande gargouille, mais on en avait aussi la petite gargouille qui permettait de prélever de l'eau. Et évidemment, s'il y avait un incendie, d'aller directement dans le canal et puis en fait de verser des seaux sur le départ de feu. Et en 1692, ça leur a toujours pas servi de leçon, du coup, ils ont toujours pas respecté, parce que là, comme on le voit même à l'heure actuelle, c'est toujours, ils ont reconstruit quasi pareil, à l'identique. Ouais, mais ces incendies, bon, il y en a eu pas beaucoup. Enfin, finalement, en fait, il y en aura que 2 d'incendies, alors. Mais après, à partir du XVIIIe siècle, la ville va commencer à se transformer, et puis surtout, en fait, ce qui va aider la population, à avoir moins d'incendies, c'est que surtout les militaires. Faut penser que la vieille ville était aussi un lieu de garnison. Il y avait énormément de soldats, et en fait, à partir de au XVIIIe siècle, dès lors que les forts vont être construits, cette population militaire va être délocalisée dans les forts. Donc on va avoir moins de population, ce qui fait qu'on peut avoir moins de risques de départ d'incendie. Oui. Voilà. Donc au fait, finalement, après, voilà, l'histoire a prouvé qu'il y avait moins de risques. Du coup, il y avait moins de risques. Et puis on va mettre en place du coup des mesures. On va commencer à avoir des questions liées alors c'est pas des sapeurs-pompiers autant que tels, mais il va y avoir des personnes qui vont être quand même assignées à veiller à ce que le feu. Et puis on va avoir des règles aussi. Alors après 1692, on va avoir des règlements de police qui vont fixer aussi les règles sur l'entretien des cheminées, très important. Bien. Puisque voilà, une cheminée, ramoner, voilà, exactement, le ramonage, etc. Donc ça on a les traces aux archives, on a les règlements de police qui vont être édités après l'incendie 1692. Merci beaucoup Arnaud. Et de rien, une prochaine. À bientôt.